La forme ou quoi? Bon week-end à tous Mais ouais, c'est la soundtrack de Stellaris. Et incroyable. Le jeu aussi, hein, pour les gens qui ne connaissent pas les jouets. Bon, c'est devenu un peu une usine à gaz, hein, mais voilà. Si vous êtes prêt à acheter les 150 DLC et tout ça, hein, vous prenez un abonnement, voilà. Bon, écoutez, on a eu une semaine encore de dingue. Oh là 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 là, j'ai trop de fenêtres ouvertes. On a eu des tirs à gogo, donc des tirs très importants. Oh Youssouf, la forme. Donc ouais, on a eu une belle semaine. On a eu une belle semaine. En plus, j'étais absolument pas dispo, j'ai passé mon temps sur la route. Difficile de suivre tout ça, mais on a de l'info et on a des belles images aussi. On a des belles images. Bon, déjà, regardez ça. C'était hier. Vous savez, vous avez sur Internet tous les plannings des tirs et tout ça. Et là, on était à genre 7 tirs en 24 heures, quoi. Pour le 13, 14, 15, là, on était sur même pas un créneau de 36 heures. On était presque à 7 tirs prévus. Ça doit être, je crois, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça. Donc forcément, avec du SpaceX à gogo, mais on avait des vols importants comme Crew 10. Donc vol habité, avec 4 astronautes pour faire tourner le turnover à la station spatiale internationale. On avait aussi une Electron. On a du chinois avec une longue marche 2. Du Falcon 9 avec Transporteur 13. Donc on va reparler un petit peu des missions transporteurs. On a une Angara qui serait prévue peut-être ce soir. Firefly Alpha qui devait tirer hier mais qui n'ont pas pu tirer. Et on a encore du Starlink. Donc c'est... Ouais, l'actualité est folle. L'actualité est folle. Et c'est génial. Parce que ça veut dire qu'il y a un besoin pour ça. Ça veut dire qu'il y a aussi des capacités industrielles pour produire toutes ces fusées. Et d'ailleurs, très intéressant, ça c'était le 11 mars. Donc c'était il y a 4 jours. 4 jours en ce moment, c'est obsolète. D'accord? Tout ce qui sort tous les jours, là, c'est de la folie. Ça, c'était une longue marche 8. Longue marche 8. On en voit souvent décoller. Et on va aller voir le vol. Parce que c'est le 3e ou 2e tir, je crois, de la nouvelle constellation chinoise. Hop là. 1000 sail, les 1000 voiles. Le Starlink chinois. Hop, hop. Attendez, j'ai pas mis le son dans le casque. On a du bon son. Hop. Voilà. Ça dépote! On marche vite! Ah, il y avait des gens, hein! Il y avait des gens pour venir voir ça! Tous les points de vue! Oh là, la quantité de gens! Vous savez que en ce moment, les Chinois ont beaucoup misé sur la com. Pendant longtemps, le spatial en Chine, c'était blackout total. Au niveau information, image, il n'y avait rien, aucune couverture. Et les Chinois, depuis quelques années, se sont rendus compte de l'engouement autour du spatial et des capacités de communication autour de ça, pour la propagande, pour l'influence. Et mater la quantité de gens. Ils ont même ouvert, là, cette semaine, des places pour le Pakistan à bord de Tiangong, leur station spatiale. C'est beau. El Giro, 21 mois. Le soft power, absolument. Très important, le soft power. Merci, El Giro. Pas mal, hein? Voilà. Alors, on va aller voir un petit article sur le tir. Un petit article sur le tir. Comme je dis, c'est... Hop. C'est vrai que je parle souvent de Starlink. Je parlais énormément de... Même l'actualité parle de Starlink. Hein. Pourquoi c'est si rempli si c'est pour un simple Starlink chinois? Mais c'est un simple Starlink chinois, mais... Enfin, ça a son importance quand même. C'est la seule constellation en déploiement aujourd'hui. Et les Chinois sont en train d'en déployer 2 en même temps. Puisqu'on a Satnet et The Thousand Sails. Et... Enfin, ça a son importance. C'est le 2e tir pour cette nouvelle constellation. Et c'est des méga constellations qui vont avoir plus de 10 000 satellites. Et ça va amener énormément de soft power à la Chine. Mais on a vu que Starlink est déjà bien engagé. Donc on voit que
le modèle économique et industriel mis en place par Starlink fonctionne. Et bah, les Chinois emboîtent le pas à 100 à l'heure derrière. On aura Kuiper aux US sûrement ce mois-ci. Ce mois-ci, on va avoir le premier tir de Kuiper pour Amazon. Et là, c'est beau de voir que les Chinois sont en train, pas une, mais deux en même temps. Alors attendez, je vous ai mis l'article parce que c'est vrai que je parle de la Chine, mais c'est par pure fainéantise que je rentre jamais dans le détail, parce que la Chine, c'est pas juste le pays, vous avez tout un programme spatial derrière, avec des centaines de compagnies. C'est un colossal bordel à démêler pour nous occidentaux, avec des noms à rallonge, à dormir dehors. Et c'est vrai que vous avez des intérêts privés, vous avez des compagnies publiques, même si notre privé n'a pas la même définition que nous. Vous allez avoir des compagnies privées liées à l'État, sous contrat avec l'État, des vraies compagnies étatiques, des universités et tout ça. Et c'est un petit peu le bordel. Et là, voilà, ça c'est pour ce tir. Donc c'était un article le lendemain. Donc ça concerne justement cette constellation, les 1000 voiles, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et une longue marche 8 à décoller, à blablabla. Donc, le véhicule, les longues marches 8, c'est CALT, China Academy of Launch Vehicle Technology. Donc l'académie chinoise qui concerne les technologies de véhicules de lancement. Donc c'est CALT qui a fourni, donc quand vous suivez un peu l'industrie chinoise, c'est un nom que vous voyez souvent, CALT. Ils font aussi des missiles balistiques chinois et tout ça. Et c'est eux qui ont fourni, qui ont fourni justement la fusée. Et la constellation des 1000 voiles, donc ils avaient 18 satellites à bord, on l'appelle aussi Tianfeng ou G60 Starlink. Comme je vous dis, c'est compliqué entre les noms chinois, les noms occidentaux. Et ils ont vocation... donc eux, cette constellation, elle est opérée par Shanghai Spacecom Satellite Technology, SSST. Vous voyez pourquoi... vous voyez pourquoi je rentre pas trop dans le détail? Parce que c'est que des putains de noms à la con qu'on a du mal à apprécier. Mais c'est pas l'État chinois. C'est une compagnie privée, Shanghai Spacecom Satellite Technology, qui fait lancer ses satellites par China Academy of Launch Vehicle Technology. Voilà. Je sais pas ce que c'est STMG là, va falloir me parler en français. Hein. SpaceX, voilà, donc eux ont pour projet de déployer 14 000 satellites, et voilà. Donc forcément, ces satellites ont causé des ennuis aux astronomes à cause de leur luminosité. Vous vous rappelez quand les gens se plaignaient de Starlink et des satellites de Starlink? Vous n'êtes pas prêts pour les constellations chinoises. Eux en ont rien à péter du tout. Voilà. Donc là, on parle quand même qu'ils ont eu en début de 2024, ils ont sécurisé pour près d'1 milliard de financement. Avec Shanghai Municipal Government, avec le gouvernement de Shanghai, autonome de Shanghai, voilà. Et c'est GenetSat, ils sont associés avec GenetSat, putain, c'est tellement un énorme bordel. Donc simplement pour vous dire que c'est pas juste un drapeau chinois, d'accord? Souvent, regardez sur mes vignettes, je mets juste un drapeau chinois par pure fainéantise. Mais ouais, je vais peut-être devoir peu à peu commencer à mettre les noms des compagnies, mais je trouve même pas les logos. Il n'y a même pas les logos occidentaux, c'est les logos chinois en PNG. Je vais mettre ça sur mes vignettes maintenant, plus rien à foutre. Hein. Mais ouais, donc c'est... S'ils veulent déployer 10 000 ou 14 000 satellites, comme ils le disent, ils vont devoir faire du SpaceX en termes de technologie. Ils vont devoir commencer à tirer tous les 2-3 jours. Regardez, dans les 7 tirs qu'on a sur les 24 heures, là, ou les 36 heures, on a... Donc là, on avait Crew 10, on a un Starlink, on a 4 Falcon 9, dont 2 Starlink. On a 2 Starlink qui sont censés décoller à 2 jours d'écart. Et 3 Starlink qui sont censés décoller en 4 jours. Parce que, si vous voulez réussir à déployer une constellation avec 14 000 satellites, vous pouvez vous en douter, il va falloir être capable d'énormément tirer. Tirer, tous les 2-3 jours, encore. L'avantage de SpaceX, c'est qu'ils récupèrent leurs fusées. C'est que tous les boosters retournent se poser, ils ont réussi à développer un outil logistique et industriel qui permet de retirer rapidement avec les mêmes boosters. Les Chinois, toutes les fusées que vous voyez là qui partent, elles ne reviennent pas. Donc il faut construire des fusées neuves. Tout doit être construit, de A jusqu'à Z. Donc imaginez la capacité industrielle qu'ont les Chinois pour tirer. On sait que les premières fusées renouvelables chinoises, elles vont arriver
en 2025, d'accord? Mais entre récupérer les premières fusées et être capable de retirer énormément, c'est Recaille. Merci mec. 48 mois, c'est Recaille, putain, ça fait beaucoup ça aussi. Merci. Donc ouais, il va falloir... et ils veulent pas tirer juste qu'une constellation. Ils veulent en tirer 2. 4 ans, hein. 48 mois. 43 ans. Hein. Donc ouais, les Chinois, ils veulent tirer 2 constellations en même temps. Je pense, je suspecte, que s'ils veulent tenir la cadence de déploiement rapide de telles constellations, si on voit le modèle de Starlink, on va avoir des Chinois peut-être en 2025, en 2027, 2026, qui seront peut-être à 200 tirs par an, avec le renouvelable. Ils vont commencer à tirer comme des malades, peut-être 200 tirs par an. S'ils veulent rien que réussir à tirer 2 constellations en même temps. Déjà, quand on voit Starlink, c'est 80 tirs, 90 tirs par an. 80 tirs par an peut-être, Starlink 70, 80 l'année dernière. Imaginez si SpaceX devait déployer 2 constellations en même temps. Faudrait peut-être le double, voire le triple. Totalement fou. Voilà. Donc ouais, c'est très intéressant de voir la Chine qui commence à déployer sa propre constellation. Tout simplement parce que la Chine ne veut pas de Starlink. Hein 2 constellations à civil militaire, peut-être. Absolument. Comme Starshield, on a déjà le Starlink militaire, donc SpaceX tire pour le Pentagone, ce qu'on appelle Starshield, qui est le Starlink du militaire. Donc là, le Chimalvis, 25 mois. Attendez, j'enlève mes énormes chaussettes. Il fait trop chaud dans ce putain d'appart. Merci mec. Donc ouais, ça va être intéressant, les prochains mois et prochaines années vont être intéressants de voir si les Chinois vont être capables de tenir cette gigantesque cadence de tir nécessaire pour déployer 2 méga constellations en même temps. À l'époque, je disais Starlink, ils y arriveront pas, c'est pas possible. Regardez où je suis aujourd'hui, j'ai encore trop ouvert ma gueule, mais bon, voilà, hein, expert en expertise les mecs, hein, voilà. Hein. Alors, attendez, j'ai tellement de trucs aujourd'hui que ça je peux le dégager, yes. On avait... donc vous vous rappelez qu'on a Blue Ghost. On a Blue Ghost sur la Lune. Et en même temps, ils ont une fusée au pad pour Lockheed Martin. Et le problème, c'est qu'elle devait décoller hier soir. Et quasiment au même moment, il y avait une Falcon 9 de SpaceX à Vandenberg. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu tirer parce que les 2 vols étaient en même temps. Allez savoir comment c'est arrivé qu'ils se sont mélangés les pinceaux alors que les 2 décollaient quasiment de Californie. Et Firefly, ils ont pas pu tirer à cause de la Falcon 9 qui était à Vandenberg pour Transporter 13. Alors les mecs ont dit ah bah zut, donc ils vont retirer, ils avaient la fusée au pad. Voilà. Je ne sais pas quoi. Le problème c'est que ce genre de situation n'arrive jamais. Hein, comprenez que ce genre de situation n'arrive jamais d'avoir 2 roquettes qui décollent en même temps. Donc quelqu'un a oublié d'envoyer un mémo à quelqu'un pour dire mais on tire en même temps, comment ça se passe? Assez incroyable. Mais en tout cas, Firefly n'ont pas pu tirer à cause du tir de Transporter 13 qui décollait de Vandenberg au même moment. Donc c'était hier. Faut des contrôleurs spatiaux. On va devoir y arriver tôt ou tard. Hein. Tout comme on a des contrôleurs aériens, on va devoir commencer à faire du contrôle spatial, sans aucun doute. Hein. Ce sera une solution dont on n'aura pas le choix à un moment ou à un autre. Donc ouais... Firefly, ils ont eu une semaine incroyable, atterri sur la Lune et tout, et là ils se préparent à tirer. Donc c'est une compagnie qui va monter en puissance, comme toujours s'ils arrivent à avoir de l'argent. L'argent, le spatial c'est un gouffre Afrique. Faut réussir à avoir de l'argent, mais réussir des coups incroyables comme se poser sur la Lune du premier coup, avoir en même temps les lanceurs. Firefly, ils sont en train de sortir du lot et dans le bon sens. À propos de compagnies qui gèrent bien en ce moment, on avait Rocket Lab. Hop là. On avait Rocket Lab au pad en Nouvelle-Zélande, péninsule de Maya, pour la compagnie japonaise X6 machin. Les satellites, ils ont tout un contrat avec les satellites japonais pour déployer des satellites japonais. 10, 9, IQPS. 7. Donc Rocket Lab qui est en monopole, hein. Situation de monopole sur les micro-lanceurs. Ils récupèrent. Ouais, la vue en drone. La vue en drone, hein. Parlons-en, hein. Magnifique, hein. La com, les mecs. C'est important, la com, hein. C'était le 61e tir d'une Electron. Ils vont retirer dans 3 jours, hein. Rocket Lab qui est vraiment en train de monter en puissance. Ils veulent profiter de leur monopole pour engranger du contrat. En plus, ils sont super fiables.
Ils ont une bonne production. Ils récupèrent pas leur booster parce que je pense qu'ils considèrent que c'est pas Stage rentable. 1 propulsion nominal. Et il y a la Neutron qui arrive. Okay, the lightning god's reign has begun and we are on our way to space. On a une belle vue en Electron plus, has hein. lifted off from Launch Complex 1, cleared the pad. Regardez, on va voir une très belle vue du Pacifique et de la Nouvelle-Zélande. As it propels IQPS's satellite towards AQPS, voilà, c'est marqué en bas à droite. you'll hear from our operators. Satellite japonais, ils ont tout un contrat. Vous comprenez que Rocket Lab, ils font du cas par cas. C'est-à-dire qu'on leur amène un petit CubeSat, c'est les micro-lanceurs, et puis vous mettez le CubeSat et vous voulez payer pas cher, parce que ça doit coûter peut-être 10 millions de dollars. Alors pour le spatial, 10 millions, c'est rien, d'accord, hein. Et ils vous mettent en orbite exactement là où vous voulez, sur l'orbite qui vous intéresse. Donc ils font du tir à la carte, et il y a énormément de compagnies d'imagerie qui vont tirer avec Rocket Lab pour mettre des satellites un peu techniques sur des orbites, parfois un peu techniques aussi. Donc Rocket Lab est un des clients fiables. Et ils ont un notepad aux États-Unis pour bosser avec le Pentagone entre eux. Donc ouais, le 61e tir d'une Electron, on a du mal à croire que la Electron est en train de devenir une des fusées les plus tirées par an avec la Falcon 9. Regardez ça. C'est beau, hein, Nouvelle-Zélande, hein. Super. Stage 1 propulsion holding nominal. Stand by for MECO in 30 seconds. Miko, manage and cut-off, 30 secondes. Seconds to staging. Enter grenade attack mode. Ah ouais. Donc ouais, c'est... Des fois, ils tirent souvent de nuit, on voit pas grand-chose. On voit souvent pas grand-chose avec la nuit, malheureusement, mais là, les vues sont superbes. Allez, séparation d'étage, Miko. Hop là! Et c'est parti. Stage 2 ignition confirmed. Regardez le booster qui redescend. C'est beau, hein. And as planned, that sequence of milestones is now complete, and Electron's second stage is continuing to Donc ouais, encore un tir réussi pour Rocket Lab. Ça a été confirmé que tout s'est bien passé. Et je peux vous dire que ouais, ils vont beaucoup tirer, hein. Ils vont jamais autant tirer que cette année, je pense. Et ils vont continuer à monter en puissance. Même si on sait qu'il y a la Neutron, leur nouvelle fusée qui va arriver rapidement. Cette année, j'ai du mal à y croire, mais peut-être un Q1 ou Q2 2026 pour la Neutron et pas improbable du tout. Donc ouais, encore, comme dire, ça va être très compliqué pour les Européens. On a plein de compagnies européennes là qui arrivent sur le marché. On a RFA, ISAR Aerospace, Maya Space. Putain, regardez, le satellite japonais. Je ne sais pas comment ils vont réussir à s'imposer face à Rocket Lab. Rocket Lab sera déjà en position de force en 2026, en train de transitionner sur la Neutron. Je vois pas comment les Européens vont... Je vois pas comment ils vont réussir à faire du contrat en fait. Parce que y a des raisons que SpaceX, que Rocket Lab et tout sont en train de décommissionner leurs micro-lanceurs. C'est que vous peinez à être rentable avec des micro-lanceurs. Il faut un plus gros lanceur. Un plus gros lanceur, quitte pour déployer plein de charges en même temps de CubeSat. Comme fait SpaceX avec les missions transporteurs. Donc ouais, ça va être compliqué pour les Européens de survivre dans cet écosystème, l'écosystème spatial économique est absolument impitoyable. Et on voit des compagnies qui arrivaient déjà à aller en orbite qui font faillite, malheureusement. Donc ouais, une belle réussite pour Rocket Lab. On va aller continuer à GG. Oh là là là. Moi-même, je me perds là dans toutes mes fenêtres ouvertes. Alors ça, hop, je peux fermer. Voilà. Donc tout à l'heure, on avait une autre mission qui décollait quasiment en même temps. C'était la mission... donc c'est la mission dont je vous ai parlé qui a fait chier Firefly. Donc ça décollait de Californie, c'était la mission Transporter 13. Donc vous avez vu que Rocket Lab, en termes de business plan, il tire pour des petits opérateurs, comme cette compagnie japonaise là, qui veut son satellite de télécom ou d'observation. Et on pourrait se dire qu'ils sont en monopole, c'est vrai. Sauf que SpaceX, ils font un peu la même chose avec leur Falcon 9 et ils proposent à tous les clients motivés de se mettre ensemble, de trouver à peu près une orbite commune. Et SpaceX tire ses missions rideshare, ses missions transporteurs,
Par exemple, là, donc ils ont tiré tout à l'heure de Californie, et ils tiraient pour, je crois, 74 clients. Ils tiraient pour 74 clients. Donc la coiffe était chargée de CubeSat, et ils tiraient pour plein de clients. Donc ça, ils viennent directement taper dans la gamelle de Rocket Lab. On va dire que Rocket Lab, ça leur fait énormément grincer des dents, parce que SpaceX leur vole potentiellement beaucoup de tirs, en faisant ces missions transporteurs, rideshare. Elles sont pas forcément optimisées au niveau de l'orbite, parce que vous pouvez pas... Peut-être que chaque client veut une orbite différente, mais ça coûte quasiment rien. Bah ouais, 74 mecs qui se mettent d'accord pour tirer une Falcon 9, d'un coup, les prix deviennent vachement abordables quand tout le monde met la main à la poche. Donc SpaceX marche sur les plates-bandes ouvertement de Rocket Lab en faisant ce genre de mission. On va aller voir les images. Donc ça, c'était tout à l'heure. Hein. C'était cette nuit en Californie. On est à Vandenberg. Leur patte de Vandenberg. Ouais, ils ont tiré 3 fois en 12 heures SpaceX depuis leurs 3 pattes différents, dont une mission habitée. C'est des malades. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Liftoff of the Falcon 9. Go SpaceX, go Transporter 13. Voilà, Transporter 13, donc c'est amusant parce qu'on a eu 3 missions de SpaceX, mais 3 missions différentes. Une mission habitée, Crew 10. Une mission pour tirer une ship CubeSat, Transporter 13. Et enfin, une mission de Starlink, comme on les connaît classiques. Quand t'as pas les moyens, tu prends le bus, absolument. Et ça, il y a 15 ans, c'était pas possible. Parce que c'est pour ça qu'on a eu l'émergence de ce nouveau marché. At T plus 30 seconds into flight, Falcon 9 has successfully cleared the tower and lifted off from Space Launch Complex 4 East at Vandenberg Space Force Base in California. Donc ouais, très intéressant. C'est que il y a encore 20-30 ans, si vous vouliez aller en orbite, il fallait mettre 50 millions de dollars sur la table. Ou 60, ou 70. Passer par les géants de l'industrie, passer par ULA, passer par Ariane 5, qui allaient vous demander une fortune. Et avec l'émergence de SpaceX et de l'effondrement des prix des lancements, bah ça permet aux petites compagnies de lancer des CubeSats. On a eu l'émergence des CubeSats grâce à l'effondrement du coût de lancement. C'est de la pure logique économique. Et là où avant on faisait que du géostationnaire, on tirait des énormes satellites gigantesques. Maintenant, SpaceX peut se permettre de tirer 74 petits satellites. Et ça permet à des petites compagnies de supporter le coût d'un lancement. Parce que ça coûte cher de tirer. Donc là, ouais, il tirait pour... ouais, je crois que c'est 72. Ouais, qu'importe. Il tirait pour plus de 70 clients. Ce qui est totalement dingue quand vous y pensez. Donc là, il y avait des petits mecs avec leur CubeSat là-haut. Bon, regardez ça. Vous vous rappelez de Varda Space? Ils avaient récupéré, il y a 2 semaines, leur capsule... Eux sont spécialisés dans le médical. Dans le médical en orbite. Et ben, ils viennent de tirer. À bord, là, ils ont tiré leur 3e capsule. Et le but va de les faire réentrer. Donc, eux ont énormément bossé avec l'industrie pharmaceutique pour faire des choses en orbite. Et c'est incroyable de voir que bah là, ils tirent des nouvelles capsules. Donc ça va se retourner se poser peut-être en Australie ou dans l'Utah, selon la paperasse qu'ils auront. Et ils font des expériences en orbite de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire en orbite. C'est pas eux qui étaient coincés 2 ans. Si, ils sont restés coincés plus d'1 an en orbite. Leur capsule est restée plus d'1 an en orbite parce qu'ils avaient pas les papiers avec la FAA. Donc depuis ils ont fait les papiers. Donc ils peuvent se poser dans l'Utah et aussi en Australie. Et leurs 2 capsules W1 et W2, Varda 1 et Varda 2, se sont posées un dans l'Utah, une autre en Australie. Il y a le booster qui va revenir se poser. Le booster va revenir se poser directement à Vandenberg. Ça, c'est des tirs un petit peu particuliers. Donc là, ils vont ramener le booster pas sur la barge, mais directement à la maison. Regardez les charges utiles. Donc là-dedans, il y a plein... Il y a 70 charges utiles différentes. Plein de petits CubeSat et compagnie. Fairing separation confirmed. And great call out there confirming fairing separation. So the boost back burn is ongoing, and that's used to slow the forward velocity and return the first stage back towards the landing site, which is LC4 today. As a reminder, those fairing halves will make their way back to Earth for recovery. On va aller voir directement la récupération du booster. Comme ça. Now, as a reminder, we should be hearing that
Voilà. Le booster est à 27 km. Vous pouvez voir l'altitude. Il fait nuit. On aura d'autres tirs de jour tout à l'heure. Stage 1 FTS says safe. Donc là, il retourne se poser à Vandenberg. 10 km. Donc c'est très intéressant de voir cette petite guéguerre économique qu'on a entre Rocket Lab et SpaceX. Rocket Lab va dire, bah écoutez, vous payez un peu plus cher que SpaceX, mais nous on vous met exactement là où vous voulez. A contrario, SpaceX dit, oh bah nous on balance tout en orbite, à peu près là, voilà. ça vous satisfait, puis vous n'avez pas payé grand chose. Donc c'est l'émergence d'une nouvelle économie, hein, c'est toutes ces missions transporteurs. Ça vous permet de beaucoup tester en orbite, avec certains CubeSats. Si vous le perdez, c'est pas grave. Et regardez ça, incroyable. Voilà comment SpaceX arrive à autant tirer 5 fois en une semaine. Allez, ça revient se poser. C'est combien la durée de vie d'un CubeSat? Ça dépend ce que tu veux en faire. Ça dépend ce que tu veux en faire. Ça peut rester très longtemps un CubeSat en orbite. Des années. Voilà, et voilà, ils ont récupéré le booster. Petite mission réussie. Donc ouais, le but c'était simplement de vous montrer un peu les deux modèles économiques qu'on a avec Rocket Lab et SpaceX qui fait un peu du bus pour CubeSat. Allez, amenez toutes vos merdes là, vous signez en bas à droite et puis on vous déploie ça. Et ça fonctionne. C'est ça le truc. Ça fonctionne. Hop là, on va faire ça. Je vais dégager ça. Hop là. Alors attendez. Et dites-vous que la mission Transporteur 12, donc là c'était Transporteur 13, est-ce que j'ai le nombre? Il y avait 74 charges utiles. Transporteur 12, donc qui avait volé avant, ils avaient 131 CubeSats à bord. 131 CubeSats. Vous voyez un petit peu l'ouverture de l'économie. Donc il y a des universités. Donc il y a des universités. Ils ont peut-être le budget donc pour que leurs étudiants mettent un CubeSat en orbite. Bon, c'est un truc de malade. Vous imaginez fabriquer un satellite dans votre université, en électronique et tout, et vous avez 15 000 $ et vous le mettez sur une Falcon 9 et vous pouvez expérimenter avec votre satellite en orbite. C'était pas possible il y a 20-30 ans. Ça l'est aujourd'hui. Justement grâce à la démocratisation des moyens de lancement et à la baisse des moyens de lancement. C'est un truc de fou. Mais voilà, vous avez ce modèle économique qui existe aussi. C'est super. Le jeu de Tetris que ça doit être. Ah ouais, putain, les mecs qui s'occupent des charges utiles. Ah, putain, ça doit être. Ah, tiens, là, ça rentre, c'est beau. Les CubeSats ont des designs standards, absolument pas. Regarde, ça c'est un CubeSat. Je peux te dire que les CubeSats, ça ressemble à tout et à n'importe quoi. Ça peut être des machins tout bizarres. Leur point commun, c'est qu'ils sont pas très gros et pas très lourds. Voilà, c'est pour ça qu'on peut en mettre autant dans les coiffes. C'est beau. Bon, ça a continué à tirer. Hein. Ça a continué à tirer. Non, attendez, j'ai de la news. J'ai de la news. Vous vous rappelez de Relativity Space? Hein? Relativity Space, qui avait beaucoup misé sur la fabrication en l'imprimerie en 3D pour faire les fusées entièrement en 3D, imprimées en 3D. On n'avait pas eu de nouvelles d'eux depuis très longtemps. D'ailleurs, j'avais vu souvent dans les gens dans le chat qui me demandaient Pépé, est-ce que tu as des news de Relativity Space? On n'avait aucune news, rien d'officiel, on avait que des rumeurs. Et les rumeurs, c'était en Q4 2024, donc l'année dernière, ils étaient en train de tomber en panne de jus. Plus d'argent dans les caisses. Ils avaient fait des énormes investissements pour passer sur la Terran Air, qui serait un peu une espèce de Falcon 9. Et on n'avait plus de nouvelles depuis. Donc on pensait peut-être que la faillite était peut-être même pas loin. Bah ouais, comme je vous dis, c'est un écosystème terrible. Vous devez être hyper productif très rapidement, être capable de tirer, de récupérer des contrats. Et c'est vrai que c'était pas une compagnie qui avait les reins solides financièrement, puisqu'ils n'avaient pas un milliardaire. Tout le monde n'a pas Elon Musk ou Jeff Bezos pour mettre 2 milliards de la poche chaque année, surtout Jeff Bezos avec Blue Origin. Et c'est vrai que les nouvelles n'étaient pas bonnes, et on n'avait aucune nouvelle. C'était silence radio total. Et bah figurez-vous que les nouvelles sont arrivées cette semaine. Et les nouvelles sont pas mauvaises du tout. Il s'avère qu'ils ont récupéré un nouveau patron, qui est Eric Schmidt. L'ancien CEO, c'était Tim Ellis, qui avait fondé la boîte avec Jordan Noon. Et ils ont, c'est visiblement, donc en octobre, ils étaient à sec de thunes. Et il semblerait qu'on ait un nouveau milliardaire qui rentre dans la danse, puisque Eric Schmidt, c'est l'ancien CEO de Google, qui doit peser à la louche 30 milliards de dollars. Il est arrivé, sûrement avec un énorme chèque,
qui a renfloué totalement Relativity Space. Et il est devenu CEO, donc il a dû demander. Donc Tim Ellis reste dans la boîte. Il va, vu que c'est un ingénieur, il va sûrement pouvoir se focaliser sur le boulot. Et c'est vrai qu'on a Relativity Space. Donc là, je vous ai pas montré, mais on a énormément ils ont sorti genre 10 vidéos avec du hardware. On a vu les usines et tout. Tout ce que vous avez là, c'est du hardware pour la Terran Air. On a eu des feux statiques de moteurs et tout ça. Donc on espère que Relativity Space, ça va carburer. Et qu'on aura peut-être une Terran Air au pad cette année. Ou alors Q1 2026 peut-être. En tout cas, Relativity Space est de retour aux affaires. Comme je vous dis, c'est un monde impitoyable. Ça coûte horriblement cher. Et trouver des fonds n'est pas facile. Donc là, ils ont trouvé un mécène. Ils ont trouvé un mécène, un milliardaire prêt. Bah écoutez, moi, ça me tente aussi. Et Schmidt, il a dû amener un énorme chèque. J'ai pas eu de détails exacts. On va aller voir, attendez. Non, on a absolument rien. Voilà, là on vous dit juste que la Terran Air, blablabla.com, ok. Rien ça correspond à ce que je vous ai dit, tout simplement. Donc ouais, c'est une bonne nouvelle pour Relativity Space, puisqu'ils avaient fait des technologies assez incroyables. Ils avaient construit la plus grosse imprimante 3D et tout ça au monde. Et c'est vrai que c'était triste de les voir mettre la clé sous la porte pour des raisons financières. La technologie n'aurait pas été perdue et tout, hein, mais ils avaient des super projets. Donc on espère que l'arrivée de Eric Schmidt va redynamiser l'entreprise et qu'on les verra au pad, tout simplement. On espère, voilà. Bon. Attendez, hop. Ah ouais, et puis on va... Ok, bon, on va pouvoir parler de la folle semaine de SpaceX. Vous avez vu, comme je dis, ils ont tiré 3 fois en 12 heures, ils vont tirer 5 fois en 7 heures. Rappelez-vous qu'ils ont prévu de tirer entre 170 et 180 fois. Faites les maths. C'est combien de fois? C'est combien de fois par... Il faut qu'ils tirent tous les combien de temps pour être capable de tirer 170 fois ou 180 fois dans l'année? C'est pas surprenant, hein, qu'ils tirent autant. Hein. S'ils veulent réussir à tenir leur cadence folle, là, rien que 170 tirs, c'est absurde. Mais s'ils veulent réussir à tenir leurs 170 tirs, il est normal qu'ils tirent une fois tous les 2 jours, voire 3 jours, même moins. S'ils tirent une fois tous les 3 jours, ils n'arriveront pas à tenir leur cadence tous les 2 jours, ouais. À 170 tirs ou 180 tirs, il faut qu'ils tirent une fois tous les 2 jours. Et ils ont 3 pads. Et ils ont demandé toute l'autorisation pour augmenter encore leur montée en puissance. Donc ils vont récupérer un nouveau pad à Vandenberg. Ils auront 2 pads à Vandenberg et ils vont optimiser un des pads en Floride. Et ça va continuer à tirer. Comprenez que non seulement il y a un besoin pour ça, avec la NASA, avec les missions transporteurs, mais il y a aussi un besoin avec Starlink. Starlink est en train de monter en puissance de façon folle. Et plus il y a de besoin d'internet, plus il y a besoin de satellites en orbite. Donc il faut approvisionner la constellation, sachant qu'il y a des satellites désuets qui tombent et qui ont des orbites. Donc il faut non seulement faire augmenter la taille de la constellation, mais en plus remplacer les satellites obsolètes et qu'on a désorbités. Donc vous imaginez la cadence de tir qu'il faut pour tout cela. La cadence de tir est totalement folle. Et ils arrivent à tenir leur cadence de tir. Ce qui, moi, me sidère. Parce que c'est grâce à la récupération des boosters hein, qu'ils arrivent à faire ça. Il n'y a pas de secret. Hein. Donc là, il y a quelques jours, on avait un tir très important pour eux. On avait Crew 10, la capsule Endeavour, dont c'était le 3e vol, je crois. Un vol habité. Les vols habités, c'est vrai qu'on n'en a pas souvent parce que c'est pour les rotations avec l'ISS, mais c'est des très très gros en termes de sécurité. Vous pouvez vous en douter, c'est les vols les plus... je peux vous dire que Starlink, parfois, ça doit être un peu olé olé. Pour les vols habités, vous ne pouvez pas vous permettre le moins de soucis. Donc là, le tir avait été décalé une fois à cause d'un problème technique. Et hier soir, on a Crew 10 qui a... donc là, vous avez toutes les... elle est belle la capsule. Hein. Endeavour, voilà, amené au pad. Je suspecte que le booster n'était pas de toute première fraîcheur. Il a sûrement dû déjà voler. Et on avait une rotation à l'ISS. On avait un astronaute de la JAXA, Takuya Onishi... 2 américaines, Charlotte Maclean, Nicole Stilwell Ayers et Kirill Alexandrovitch Peskov de Roscosmos.
Et oui, les Russes volent encore avec les Américains. Et de la même façon, vous avez un astronaute de la NASA qui va voler prochainement à bord de Soyouz. Donc ouais, on a encore toutes ces rotations. Donc il fallait faire décoller Crew 10. Donc c'est toujours des vols un peu importants. Vous avez des gens à bord. Hein. Là, faut pas déconner avec la vie des mecs. Donc c'est très la procédure et tout. C'est très intéressant de voir comment ils font ça. Donc ça, c'est... Vous savez, il y a encore quelques années, je crois que c'est en 2020-2021, c'est SpaceX qui a amené sa capsule. Avant ça, c'était les Russes qui tiraient pour les Américains. C'était un peu la honte aux US de ne pas avoir ce moyen technique de pouvoir tirer des astronautes. C'était les Russes. Et les Russes faisaient cracher les Américains au bassinet des fortunes pour les sièges et tout. Donc c'est vrai que le programme commercial avec l'émergence de Starliner et de Crew Dragon a permis aux États-Unis de récupérer cette capacité à tirer leurs propres astronautes depuis leur sol. Ce qui là, ça nous semble basique de voir ça. C'est quelque chose encore d'incroyable. Surtout pour une petite compagnie comme SpaceX. Regardez l'intérieur. Oh là 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 là. On va aller voir le vol. On va aller voir le décollage. En plus, ils ont tiré en plein jour. Ça fait toujours des belles images. Hop, hop. Alors, Crew 10, c'était hier. Depuis, donc, ouais, en 12 heures, ils ont tiré 3 fois. Donc là, c'était d'abord Crew 10. Après, il y avait Transporter 13 depuis leur hot pad en Californie. Donc ouais, 2 pads en Floride. Donc ils peuvent se permettre de faire 2 tirs à quelques heures d'intervalle. Parce que c'est, ouais, comme je dis, c'est comme des avions, putain. Même moi, là, j'ai du mal à suivre quel booster ils utilisent et tout. Tellement ils tirent, quoi, ces animaux. Falcon 9 is in startup. And now we just heard that Falcon 9 is in startup. Ah, Starlink est une technologie incroyablement fonctionnelle. Hein. C'est pour ça qu'autant de gens la prennent. Ils ont tiré dans une météo magnifique en Floride. Bon là, nos astronautes sont à bord, hein, dans la petite capsule hein, à bord. Great call out that we're go for launch, and we do have a large crowd here in front of Mission Control. Waiting to watch Crew 10. Les vols habités, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 3-4 par an max. Donc c'est chouette quand... Ouais, c'est important, parce que même pour SpaceX, c'est des très gros contrats, et dès que vous jouez avec la vie de gens, il faut que ce soit impeccable. Allez hop. Bon décollage. Avec la tour de Starship derrière. Donc ils sont en train de bosser sur la tour de Starship. Hein. Ça a commencé à bosser dur au Cape. Magnifique. We're now 40 seconds into today's flight. Power and telemetry nominal. Continuing to get good performance call-outs. Yeah, we are throttling down the engines in preparation for Max Q. Côte californienne. Côte californienne, pardon. C'est le golfe du Mexique. Bah non, même pas, c'est l'Atlantique. Je dis des conneries, moi. Pépé et sa géographie, au secours. Just over 1 minute and 10 seconds into today's flight, traveling at more than 1,400 miles per hour. And we just heard that call out for Juan Bravo, which means we're in the second and final abort. Donc là, le booster, le golfe de l'Amérique, je l'appelle comme j'ai envie de l'appeler. Et je t'emmerde, tu vois. Personne me dit ce que je dois... Pépé, t'as pas le droit de dire ça. Si, je le dis si j'ai envie. Si j'ai envie de l'appeler golfe du Mexique parce que je l'ai toujours appelé comme ça, je l'appellerai comme ça. Et j'en ai rien à péter que tu sois pas d'accord. Mais oui, si vous voulez l'appeler le golfe de Louisiane, le golfe de la Nouvelle-France, vous pouvez. Hein? Personne va vous en empêcher, hein? C'est en direct, absolument pas.
C'était hier soir. C'était hier soir à 23h. Allez hop, Nico. Donc là, le booster va revenir se poser à Cap Canaveral. Rappelez-vous, c'est pas des vols Starlink où il les pose sur les barges. Là, ça va retourner se poser en plein jour à Cap Canaveral. Prise de vue magnifique. L'accostage de l'ISS, c'est ce soir, non? Ouais, ce soir, ou je crois qu'il y avait un live tout à l'heure. Peut-être c'est pas maintenant? Allez, la séparation des tâches, regardez ça. Oh là là, c'est beau. Oh là 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 là. Eh, et on va même la traîner derrière. Magnifique. C'est beau. C'est pour les astronautes coincés. Bah, il faut les ramener, hein. Ça fait 8 mois qu'ils sont là-haut. Faut peut-être penser à les ramener, les mecs, hein. Bon, là, le booster va rentrer à la maison. Pleine balle. Great views there. Now the booster is in its boost back burn. This is the first of 3 burns as it makes its way back down to Earth. This will last about 45 seconds. And the crew, 10 crew is still on board Dragon attached to Falcon 9. Si, à la base, ça devait rester une semaine, mais ils ont eu des problèmes avec Starliner. Après, l'administration Biden n'a pas voulu payer, sûrement sortir un chèque pour amener une Crew Dragon là-haut. Faire trop de pub à SpaceX aussi. Ouais. Mais c'est pas grave. S'il y avait eu une urgence... Une urgence, hein. Être là-haut bloqué, c'est pas une urgence, ils peuvent redescendre. Il y avait de quoi faire. Et s'il y avait eu une urgence, ils auraient pu, sans problème, envoyer à une autre capsule. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Trajectoire nominale, on va aller voir direct. Tout s'est bien passé, hein. Ils seront à l'ISS sûrement aujourd'hui. On va aller un petit peu, en avant. Attendez, hop, voilà, là il redescend. Donc là, le booster est en train de redescendre, se poser. Je me demande en combien de temps il faudra à l'Europe pour avoir son propre programme de fusée réutilisable pour Scoop & Musk. Je suis même pas sûr qu'on en ait un jour. Pas aussi, on n'aura jamais quelque chose d'aussi performant que SpaceX. L'Europe n'est pas prête technologiquement, politiquement, pour faire ça. Il faut des gens compétents pour ça. Des gens compétents, un projet à long terme, on n'a ni l'un ni l'autre. Matez un peu le booster qui redescend, incroyable. Elias, 25 mois, tu régales mec. Et regardez le booster, incroyable. Hein. Eh, c'est de la science-fiction. Hein. Et regardez-le. Voilà. 2 tirs en quelques heures. Ils font ça avec une facilité incompréhensible. Mais ça, vous avez vu un peu là ce que ça leur permet de faire? Ça leur permet d'avoir beaucoup de fusées. Et aujourd'hui, avoir beaucoup de fusées, c'est une chance. Bien sûr, les Européens ont fait le choix de ne pas partir sur du réutilisable pour des raisons d'innovation et de technologie. Et aujourd'hui, bah, Ariane 6 est tout juste bonne à... n'est pas économiquement viable. Donc elle tirera juste pour l'Europe et les charges stratégiques européennes. Tout simplement. Ce qui est déjà pas mal. Hein, ce qui est déjà pas mal. Hein. Si les Européens veulent payer super cher leurs fusées, c'est leur problème. Hein. De toute façon, à la fin, c'est le citoyen européen qui paye. Hein. S'il accepte de se faire baiser, bah, tant pis pour lui. Hein. Propre, hein. Donc en tout cas, ils seront souvent à l'ISS ce soir. Le vol s'est superbement bien passé. Et quelques heures plus tard, hop, attendez, j'ai 10 000 trucs à gérer. Hop là. Voilà.
Voilà. Quelques heures plus tard, toujours de Floride, eh ben ils avaient une autre fusée au pad pour du Starlink. Vous vous rendez compte, les malades? 3 tirs en moins de 12 heures de leurs 3 pads. Et on recommence. 3 missions différentes, 3 clients différents, 3 récupérations de boosters. Rien que ça. Personne ne sait faire ça. Beaucoup aimeraient, hein. Après, vous savez, Ariane 6 survivra grâce simplement aux subventions et aux tarifs plus élevés. Par contre, les industriels européens, ils vont grincer des dents. Les industriels européens, ils vont pas être prêts à foutre 30, 40 ou 50 millions d'euros en plus pour aller sur une Ariane 6 quand tu peux aller sur une Falcon 9. Les industriels n'auront, à moins de leur imposer via législation de tirer sur des moyens européens, et ça passera très mal, parce que Ariane 6 va pas voler beaucoup. C'est une licorne. Déjà là, le prochain tir, c'est en juillet. Vous vous rendez compte? Tir réussi, on est en mars. Mars, avril, mai, juin, juillet. Elle va peut-être pas voler avant 6 mois. Il y a des années d'attente sur une Ariane 6. Pourquoi payer plus cher et attendre quand vous pouvez payer moins cher et aller plus vite sur une Falcon 9? Le choix, il est vite fait pour un industriel. Lorsque les Chinois vont faire de réutilisables, vont-ils essayer de concurrencer SpaceX dans le secteur international? Je pense pas. Les Chinois, historiquement et culturellement parlant, ne tirent pas, ou tirent très peu pour les pays étrangers. Ils tirent pour leur propre marché, qui est déjà gigantesque. Rien que là, le devoir déployer 2 super constellations en même temps, ça va leur bouffer tous les moyens logistiques et industriels. Mais ça va leur amener un soft power incroyable à la Chine, d'avoir 2 constellations Starlink, l'équivalent de Starlink. Donc voilà une mission Starlink, tout ce qu'il y a de plus classique. On en a vu tellement. Mais c'est assez dingue de les voir tirer de leurs 3 pads, sachant qu'ils ont encore des tirs de prévus après-demain. Donc en l'espace de 3 jours, ils remettent le pad en état, ils amènent une nouvelle fusée. Et on recommence. S'ils veulent tenir leurs échéances de 170, 180 tirs par an, ils sont obligés de tirer tous les 2 jours. Un tir tous les 2 jours. Et c'est assez fou, hein. C'est beau, hein. On s'en lasse pas. Donc ouais, 3 missions, 3 vols réussis, 3 récupérations de boosters. On arrête même de faire les maths. Maintenant, tellement ils doivent être à 417 tirs de Falcon 9, 380 récupérations réussies. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et allez hop, séparation d'étages. Et c'est reparti. On remet une pièce dans la machine. Les Européens se privent de beaucoup de choses. Faut comprendre les industriels européens, surtout les entités technocratiques comme la Commission européenne et les départements de la défense. On ne veut pas être dépendant des États-Unis, ce qui est aussi logique. On veut pas être dépendant d'une Falcon 9 pour tirer des satellites espions européens. Il y a aussi un côté de souveraineté européenne nationale. C'est aussi logique. Donc on est prêt à payer plus cher, tout comme les États-Unis sont prêts à payer très cher, plus cher SpaceX et ULA, pour tirer leurs satellites militaires. Il faut faire la part des choses entre les industriels, indépendants de l'État, et les États et leurs intérêts. Voilà. Est-ce que l'ESA collabore avec la NASA? Bien sûr, mais toute l'ISS et tout ça, c'est le fruit de collaboration. Ah, le programme Artemis, Orion, c'est l'ESA et tout ça. Comment se passe la mission? Oh là, on regarde du Starlink de tout à l'heure. Hop là. Alors, attendez. Ah, j'ai perdu ma souris. Ah, voilà. Hop, on va aller directement à l'atterrissage. Allez, hop, le booster. 109 km. Allez, 62 km, on va mater la réentrée. Voilà. SpaceX collabore avec qui? Déjà, SpaceX collabore avec toutes les entités américaines. NASA, Space Force, Pentagone, avec DARPA, donc toutes les entités du spatial US, militaires comme civiles.
Ils collaborent aussi avec énormément d'entités privées. SpaceX tire pour énormément de compagnies, de grosses compagnies, de petites compagnies, comme Transporter 13, c'est 74 clients différents. Donc SpaceX est même en monopole aujourd'hui sur Terre en termes de capacité de lancement. Et bah, si vous voulez tirer une fusée rapidement, c'est SpaceX qu'il faut aller voir. Si vous voulez tirer une charge utile, pas une fusée, pardon, une charge utile rapidement, c'est SpaceX que vous allez voir aujourd'hui. Et là, le booster, il va aller se poser dans les Caraïbes. C'est parti, comme des missions qu'on a vues un paquet de fois. La routine, hein, l'incroyable est devenu... l'incroyable est devenu routinier maintenant. Donc là, comme je dis, c'est assez dingue. 3 vols en 12 heures, 3 missions pour des clients différents et 3 récupérations de boosters. Cette semaine, ils vont tirer plus que les Européens en une année. Ce qui est assez terrifiant, c'est un énorme aveu d'échec. À part la Chine, il n'y a personne qui arrive à suivre le rythme de SpaceX en termes de cadence de tir. Mais la Chine va monter en puissance dans les 2 prochaines années. Quand les Chinois vont commencer à avoir des fusées renouvelables comme la Falcon 9, et ils vont y arriver cette année, vous allez voir la Chine monter, je pense, à plus de 200 tirs par an. Facile. Le plus vieux booster, on est à son combienième? Je crois qu'on est à 25 ou 26 vols. Regardez ça. Oh là là. Je crois que le plus vieux booster doit être à 26 vols. Ça doit être B1061 ou B1062. 26 vols, je crois. Il y a une booster à voler 26 fois. Hop là, bah, il a pris un peu la flotte. Et voilà le booster qui s'est posé crème. Propre, hein. Mission réussie. Encore du Starlink. Et ils ont du Starlink de prévu dans 2 jours. Ils continuent de tirer du Starlink. Et il y a des raisons... il y a des raisons de pourquoi ils continuent à tirer autant de Starlink. Il y a eu des sacrées nouvelles pour Starlink cette semaine. C'est un booster Raptor. Non, ça n'existe pas un booster Raptor. Les moteurs Raptor sont uniquement sur les Starship. Tout ce que tu vois sur les Falcon 9, c'est des moteurs Merlin. Qui sont totalement différents du moteur Raptor. Rien à voir. Hop, on va aller voir les news de la semaine. Voilà. Oh, j'ai perdu ma news. Quel enfer. Attendez, est-ce que je peux le récupérer? Ah, c'est pas grave, tant pis. Je vais le dire comme ça. Donc ouais, ça fait plus d'1 an que je répète que l'Inde est un énorme marché potentiel pour Starlink. Un énorme marché. Le problème, c'est que les lobbyistes et industriels des télécoms indiens, vous pouvez vous en douter, ne veulent surtout pas voir l'émergence de Starlink sur leur plate-bande. Bah ouais, vous pouvez vous en douter que quand Starlink va débarquer, tous les géants des télécoms indiens vont dire vont se faire manger leur part de gâteau. Et c'est vrai que Starlink peine au niveau légal à avoir une autorisation, entre autres à cause de ça. Et bah figurez-vous que cette semaine, Starlink a reçu l'autorisation, sur le point, à pas grand chose près, de recevoir l'autorisation. Ils se sont mis en partenaire avec 2 géants des télécoms indiens. Donc c'est pas la première fois que Starlink, quand on leur met des bâtons dans les roues, s'allie avec leurs concurrents pour proposer Starlink dans les catalogues. Donc là, en fait, vous allez avoir 2 géants indiens des télécoms, dont j'ai oublié le nom, qui vont proposer Starlink. Ce qui est un truc de dingue, parce que bah là, on a Starlink qui va faire son entrée sur un des marchés potentiellement les plus gros au monde. Et l'Inde a toujours été un potentiel absolument gigantesque. Bah, c'est logique que les Indiens fassent... Attendez, je vais vous retrouver l'article de Reuters. Je l'ai supprimé par accident. Starlink India. Alors, le New York Times, The Economics. J'avais un petit article de Reuters qui était sympa pourtant. Voilà. Voilà. Allez, on met toujours la tête d'Elon Musk pour bait le client. Alors, donc les 2 compagnies, Airtel Inc. et Jio, ont passé un deal avec Starlink. Donc les 2 plus grosses compagnies de télécom indiens, Reliance Jio et son rival Bharti Airtel, ont signé 2 deals séparés avec SpaceX afin d'amener Starlink en service dans tout le pays. Ce mouvement a pris les analystes par surprise.
parce que Musk, justement, avait publiquement... en était publiquement venu aux mains avec ces deux gros groupes, parce que c'était ces deux gros groupes qui faisaient jouer leurs atouts politiques pour empêcher Starlink de recevoir des fréquences en Inde. Donc pour faire simple, Starlink s'est allié avec ces deux concurrents, et c'est ces deux concurrents qui vont proposer Starlink dans leur catalogue à la vente. Ils vont récupérer forcément du business, mais Starlink vient de s'ouvrir sûrement le plus gros marché du monde. Ça va coûter un peu cher, mais Starlink ne vise pas forcément la classe moyenne. Ils vont viser surtout le business, toutes les compagnies, les gens qui ont du blé. Il y a un énorme marché à prendre en Inde à cause de la mauvaise qualité de l'Internet et des télécoms. Et c'est une annonce de malade pour Starlink. Ça fait des années qu'ils attendaient cela. Donc vous comprenez pourquoi ils tirent comme des malades, hein? C'est qu'il faut déployer du satellite pour que la constellation continue de se renouveler. Et ils attendent Starship avec impatience pour commencer à déployer des nouvelles générations de satellites. Je le répéterai toujours, mais SpaceX est totalement all-in avec Starship. Il leur faut Starship le plus rapidement possible, entre autres pour Starlink et pour le déploiement de nouvelles technologies en termes d'Internet. Donc ouais, très impressionnant de voir ça. C'est un truc de malade. Et ils ont aussi récupéré un nouveau pays, le Niger. Donc l'Afrique qui peu à peu est en train de s'ouvrir à Starlink. C'est plus compliqué que l'Europe, hein, pour des raisons politiques et compagnie, mais on voit pas mal de pays, le Kenya, le Mozambique, le Botswana et compagnie, commencer à récupérer du Starlink. Comme dit, doucement, mais sûrement. Et c'est vrai qu'il y a un tel besoin d'Internet à haut débit que la Starlink est fonctionnelle, ne coûte pas forcément si cher que ça, pour des États et tout. Donc c'est vrai que ils ont déjà dépassé les 5 millions d'utilisateurs privés personnels, et je vous parle même pas, il y a des milliers de bateaux, il y a 1200 avions équipés de Starlink maintenant, et ils n'ont pas de concurrent. Technologie fonctionnelle, aucun concurrent. On a Kuiper qui a des années-lumière d'être concurrent, les Chinois auront sûrement leur propre marché. Dès que vous avez une technologie fonctionnelle pas trop chère, qui arrive sur un marché demandeur, vous allez vous emparer du marché. Loi économique simple. Donc là, SpaceX et Starlink sont en train de faire un énorme braquage avec l'Inde. La preuve, ils le disent eux-mêmes dans l'article, les analystes ne s'attendaient pas à voir ça arriver. Personne ne s'attendait à voir ça arriver. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ouais, grosse semaine pour Starlink. Bon, allons faire un tour à Boca Chica. Vous vous rappelez que notre vol 8 de Starship avait fini en spectacle son et lumière dessus les Caraïbes, le ship V2 qui a encore échoué. Mais on a eu une très belle récupération de B15, le booster V1 qui lui, à notre grande surprise, se comporte superbement bien. Donc on sait que c'est pas le genre de SpaceX de glander et d'attendre. Donc ils ont ramené 2 jours après, donc ça c'est le retour, mais 2 jours après, voici S-35, pour le vol suivant, le nouveau Starship V2, S-35, et 2 jours après, hein, le vol est parti à Massé faire ses essais cryo. Ils ont fait un paquet d'essais cryo, plus que d'habitude. Comme je dis, ils veulent récupérer de la data, ils ont fait 3 gros essais cryo, et au même moment à Massé, il y avait aussi B16. Regardez, ça c'est pas dans les halls de Boca, on est à Massé, on avait B16 et S-36, c'est les 2 prochains candidats pour le vol 9. Ça va très très vite. Là, ils n'ont pas leur moteur, ils n'ont pas fait leur feu statique, mais ils ont fait tous leurs essais cryo et compagnie. J'espère qu'ils vont pas tirer trop vite. En tout cas, comme je dis, ils vont avoir besoin que ce foutu Starship V2 commence à se comporter comme ils le veulent. Pour le moment, il est réluctant. Donc, va peut-être falloir retourner à la planche à dessin. Tirer trop vite, si c'est pour avoir le même résultat, ça n'a aucun intérêt. Et des rumeurs disent que peut-être on aurait B14 ou B15 au pad pour faire un feu statique. J'ai du mal à y croire, mais j'espère voir B15, donc des boosters qu'ils ont déjà récupérés, volés pour le Volt 9. J'ai du mal à y croire en prise de risque, mais on sait que SpaceX est totalement prêt à faire ce genre de choses. Donc ouais, on verra ça dans les prochaines semaines. Comme je dis, certaines rumeurs disent qu'avant fin mars, on aurait peut-être B14 ou B15 au pad. J'y crois pas un instant, mais parfois c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Donc en tout cas, ça va vite. Donc là, dites-vous que B16, S36 est déjà rentré. L'image que vous avez là,
c'est S35, pardon. C'est S35 qui retourne au pad. Qui retourne après avoir fait tous ces essais cryo et tout. Donc ouais, ça... Regardez, là, on a du mal à apprécier le gigantisme. Hein. C'est la taille des bagnoles. Regardez le mec, là. Coucou. Le monstre. Donc ouais, on verra. On verra. J'espère que SpaceX va prendre quelques mois supplémentaires pour peut-être refaire un redesign, retester, faire plusieurs feux statiques, on n'en sait rien. On bosse pas là-bas. Ils n'ont aucune obligation d'être transparents sur ce qui se passe en interne. On verra bien. On n'a que des suppositions, que des rumeurs. On a vu une nouvelle offre d'emploi pour un ingénieur propulsion pour le Starship. Donc on s'est dit peut-être le mec s'est fait virer, ce qui serait pas improbable. Donc on sait pas trop exactement ce qui se passe. En tout cas, on sait que ça avance. Et que là, ils vont les rentrer, ils vont mettre les moteurs, ils vont aller faire des feux statiques. Ils vont aller faire des feux statiques, ils vont ramener B16 aussi. Et quand on voit ce qui se passe là, dans 1 mois et demi, ils sont de retour au pad avec un nouveau système entier. B16, S35. Ou S30, putain, je confonds S35 ou S36. Mais ils vont retirer. C'est ce qu'ils font. Voilà. C'est beau. Une telle capacité de production, c'est du jamais vu. Donc ils peuvent se permettre de casser. Mais il faut pas casser sans rien apprendre, quoi. Donc c'est vrai que là, le chip V2 a fait la même chose que le chip précédent. Ils ont un problème de design avec Starship V2. On le sait. Ils ont un problème de design, ils vont devoir le résoudre. On verra, on espère. Hein, je vais être terrifié. Hein. Le prochain vol, entre 7 minutes 30 et 8 minutes 30, c'est la minute de la mort, où on sait qu'ils perdent le chip. On a même plus peur que le booster ne fonctionne pas, parce que le booster vole bien. Mais on est terrifié à l'idée de voir le chip juste refaire la même chose. Donc on sera vite fixé. Maintenant, on sait comment ça échoue. Incendie dans les plomberies qui lâchent. Incendie. Explosion d'un Raptor. Allez savoir. Mais on commence à connaître les problèmes de Starship V2 maintenant. Et on commence à être capable de les identifier directement sur les vidéos. C'est encore pire. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. On aura sûrement des news la semaine prochaine. Hein. Vous avez vu que... D'ailleurs, il y a une hangarade prévue. Hein. J'espère que les Russes vont nous montrer le vol de la Angara, la 1.2, Ah, d'accord, ça va décoller de Plesetsk. Ça va pas décoller de Votochny, leur nouveau pad. Mais j'espère qu'on verra la Angara qui est un oiseau rare et une très très belle fusée. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Ce soir, je continuerai le run avec les elfes. Demain, il n'y aura pas de Darkest Tower. Yoonstar n'est pas dispo. Je ferai autre chose. Peut-être du Panzer Corps en début d'après-midi. Et sinon, passez un bon week-end. Bonne soirée. Puis moi, je vous dis à ciao ciao. Salut tout le monde, bye bye.